Déjase bien como usted puede. Ay, ¿verdad? La mujer más bebé. Eso hay que quitar. Participación de la Academia Militar. Sandro tiene una actividad que no se llamó. Amigos míos, sí. Es una pena, por ejemplo, que aquí No se pensaba, eso yo sé. El Partido Nacional. Sí, yo también me voy a meter un poquito porque eso es tratando de bien. No después Santo Domingo, que ella fue una vez con nosotros. Sí, ella se va a España. Ella en la Julia Coca. No, esta es la cosa que quiere. No le quiero una posibilidad. Enrique, di lo que decía Napoleón. Soldado. Ven para acá. Aquí. Con el mismo fervor que lo hicimos el año pasado en el majestuoso Arco de Triunfo y en esta simbólica Plaza de la República Dominicana, al cumplirse hoy el 42 aniversario del glorioso hecho histórico ocurrido en nuestro país el 24 de abril del 1965, hemos venido nuevamente a rendirle un merecido homenaje al pueblo dominicano que luchó valientemente para defender la soberanía nacional, la democracia y la Constitución del 1963. Cuando me refiero al pueblo dominicano, indiscutiblemente estoy al ilustre profesor Juan Bosch, expresidente constitucional y fundador del Partido Revolucionario Dominicano y luego del Partido de la Liberación Dominicana. También estoy incluyendo los pundonorosos coroneles Rafael Fernández Domínguez, quien creó el verdadero movimiento constitucionalista, y el intrépido y también inolvidable Francisco Alberto Camaño Deñó, expresidente constitucional del pueblo en armas. Naturalmente, de ese hermoso pueblo formaban parte la juventud, los partidos políticos que también lucharon con arrojo conjuntamente con los militares constitucionalistas para defender la patria en el momento que más lo necesitaba. Aunque he tratado de englobar en la palabra pueblo todos los participantes en la heroica gesta del 24 de abril de 1965, en lo que se refiere a la mujer dominicana, he querido esta tarde rendirle un máximo reconocimiento, porque aquí tenemos con nosotros una verdadera representante dominicana. Me refiero a la combatiente constitucionalista Ángela Herrera. Estamos también rindiendo un homenaje póstumo a los valientes civiles y militares de naciones hermanas
que combatiendo con arrojo ofertaron sus preciosas vidas para defender el pueblo dominicano, entre ellos el poeta Jacques Piot-Renaud del hermano país de Haití, los valientes oficiales Andrés Riviero de Francia y Helio Capozzi de Italia. Estoy en plena seguridad que acciones tan nobles como esta perdurarán en esta hermosa ciudad de París, porque estamos simplemente dando una demostración del lema que nuestra fundación se ha trazado como principio, es decir, honor y dignidad. Entonces vamos a proceder simplemente ahora, si nos lo permite, al depósito de la... Esta ofrenda floral dedicada a Jacques Piot. Jacques Piot fue un haitiano nacido en Puerto Príncipe en 1941 y murió en República Dominicana combatiendo junto al pueblo dominicano por la Constitución del 63. Decía Jacques Piot, nosotros somos lo que aquellos fueron. Y justamente Jacques Piot fue constitucionalista y fue un hombre democrático y fue un poeta que dedicó casi toda su vida a los intereses de la República Dominicana. Jacques Piot, en su muerte, fue un emblema para la República Dominicana, así como dijo el poeta. Ahí veo a Jacques Piot andando sobre una estrella. Y Jacques Piot así sigue en la conciencia del pueblo dominicano, como siguen otros hombres que continúan, que han establecido ideas, que han introducido ideas de lucha en la República Dominicana, como el señor que nos honra acá, Máximo López Molina, que introdujo el principio lucha interna o Trujillo siempre, y de ahí se desarrolló un combate hasta establecer a Juan Bosch como presidente, y Juan Bosch estableció la Constitución del 1963, que fue la base programática de la revolución del 24 de abril. Por eso le llamamos a los revolucionarios o a los constitucionalistas de 1965 soldados constitucionalistas. Jacques Piot fue un constitucionalista y él mantuvo esa esperanza ante todas las vicisitudes y sabiendo que en el vecino país de Haití, nuestro hermano pueblo haitiano, que es parte también de nuestra sangre, su padre había sido destituido por un fraude electoral que había establecido Duvalier para mantenerse en el poder, y sabía que la Constitución del 63 también protegía al pueblo haitiano. Sabía que Juan Bosch mantuvo y sostuvo la lucha del pueblo haitiano. Jacques Piot fue un profesor de francés también en la Academia de los Militares Constitucionalistas. Jacques Piot sigue en nosotros, como él mismo lo decía. Nosotros somos lo que aquellos fueron. Nosotros somos la herencia, y por eso Santo Domingo se ha abierto un camino hacia la democracia. Somos una república, la República Dominicana. Somos la única república quizá en las Antillas que mantiene una democracia, 3 poderes autónomos, a universidades autónomas, Junta Central Autónoma. Con toda la deficiencia, estamos consolidando la República Dominicana. La base por la cual se han mantenido varios presidentes de la República Dominicana ha sido porque el Fondo de Comercio de estos partidos que han tomado el poder, el PRD y el Partido de la Liberación Dominicana, que nos ha dado 6 presidentes, ha sido su fondo de comercio, ha sido las ideas de Juan Bosch. Otras cosas son si otros se han vendido, pero
pero siempre se mantiene la esperanza, porque aquellos que fueron, nosotros somos los que aquellos fueron. Y así yo veo allá a Dios diciendo, esta patria es mía, compañero. Este pedazo de tierra amargo y duro es mía y es de ustedes y también mía. Y junto a Pablo Neruda lo veo diciendo, me gustan los yanquis vivos, su linda muchacha por supuesto, pero en Santo Domingo y en Vietnam prefiero americanos muertos. Lo veo con Abelardo Vicioso diciendo, Yankee, vuelve a tu casa. Santo Domingo tiene más ganas de morirse que de verse a sus plantas. Y si viola sus calles, combatientes y puras, la tendrás en ceniza, pero nunca entregada. Y los veo también diciendo, con Gastón Fernando de Lino, qué linda y entopestada dominicana bandera. ¿Quién te viera más arriba, mucho más? ¡Viva la República Dominicana! Gracias. ¿Le gustó? Y dicen que la segunda parte nunca son buenas. Solidarité dominicains et haïtiens. Solidarité. ¿Te graba? Sí. Claro, una ocasión que se me ha... Mais comment s'appelle l'association? DFH, Association pour le développement et la formation en Haïti. Ah, mais ça nous intéresse. Ah, voilà. Prends la... Oui, voilà. Parce qu'on ira vous voir. Tout à fait, je vais vous donner ma carte. On attendait aussi Montero. Comment s'appelle l'autre? Onel Ménian, il arrive. Non, il a téléphoné. Il arrive. Il arrive dans 10 minutes, il serait là. On attendait Onel. Ma carte. Y tengo las pantallas. No, vamos porque necesitamos para eso. Claro. La campaña que se está llevando a cabo contra la República Dominicana y que tiene como escenario actualmente la ciudad de París no es más que una nueva etapa de la agenda que tienen algunos actores, no solamente en el plano internacional, pero también actores del mundo asociativo. Yo creo que esta es una excelente oportunidad para que la República Dominicana positive no solamente toda la agenda de cooperación visible, formal, que tiene con Haití, pero que también dé a conocer toda la cooperación informal, el esfuerzo que la República Dominicana ha hecho para ayudar a los haitianos y el problema importante de esa migración desenfrenada que nosotros no podemos asumir por razones obvias y porque finalmente esa migración tiene como punto de partida el desplome del Estado haitiano. Así que es importante que ahora esta crisis aparente que ha provocado esta campaña sirva para lograr soluciones concretas en relación a la ayuda internacional al Estado haitiano para su reconstrucción y la consolidación finalmente de sus instituciones. Y por otra parte, que la agenda bilateral República Dominicana y Haití también sea consolidada. Eh bien, je voudrais parler des manifestations qui sont organisées actuellement en France sur la vision de l'immigration haïtienne en République dominicaine. Il y a d'abord une exposition de photos, donc j'ai pu voir quelques exemplaires sur Internet. Ce sont de très très belles photos. Le titre de l'exposition est très beau, ça s'appelle Esclave au paradis, ce qui est un beau titre, un oxymore, mais j'ai été un peu étonné du titre, dans la mesure où ce qui m'a frappé, c'est que les paysans haïtiens
qu'on montre, et en effet, qui ont l'air évidemment de travailleurs, qui sont en sueur, qui ne sont pas riches, etc. Ce que je voudrais dire, c'est qu'on aurait pu faire exactement les mêmes photos avec des travailleurs dominicains. Je pense qu'il y a moins de différence entre un travailleur haïtien qui coupe la canne et un travailleur dominicain qu'entre un paysan qui vit en métropole en France et un coupeur de canne réunionnais qui lui aussi a le passeport français. Donc c'est la première remarque que je voudrais faire. Ensuite, le titre est un beau titre encore une fois, mais je crois qu'il faut quand même le nuancer. Et il est vrai qu'il y a une exploitation en République dominicaine qui ne touche pas seulement les Haïtiens d'ailleurs. La République dominicaine n'est pas un pays riche, mais encore une fois, quand on parle d'esclavage, le terme me paraît quand même un peu exagéré, dans la mesure où les travailleurs haïtiens qui viennent en République dominicaine ne sont pas emmenés dans des bateaux négriers comme c'était le cas terrible à l'époque de la négritude, à l'époque de la traite négrière et du commerce triangulaire. Ce sont des travailleurs qui franchissent librement la frontière et qui viennent travailler en République dominicaine. Souvent, ils travaillent d'ailleurs dans la construction ou dans les champs, mais quand ils travaillent dans la construction, c'est souvent pour construire des hôtels qui appartiennent à des groupes hôteliers qui ne sont pas dominicains, mais qui sont français ou espagnols ou américains. Donc je crois que c'est un peu trop facile de faire laisser entendre que tous les Dominicains traitent tous les Haïtiens comme des esclaves. Donc encore une fois, il y a de la pauvreté à Saint-Domingue, pas uniquement parmi les Haïtiens, et c'est quand même assez... je pense que ce reportage est trop manichéen. Voilà. Cette campagne est un peu manichéenne. Alors, sur la situation d'Haïti et la République dominicaine, je crois qu'il n'y a pas une fatalité entre ces situations. Moi, je ne voudrais pas que les Dominicains n'arrivent pas à protéger les territoires. Protéger son territoire relève même d'un droit inaliénable des peuples. Cela veut dire que c'est la souveraineté même nationale. Mais tout en essayant de protéger sa souveraineté nationale du fait qu'il y a les autres, les Haïtiens qui viennent chez vous, cela ne veut dire en aucun cas de ne pas respecter aussi le droit des humains, le droit de l'homme. Tout en respectant les droits des autres, on peut aussi et facilement bien faire respecter la souveraineté nationale, en même temps faire valoir la souveraineté nationale. Alors, ce que je dis, la République dominicaine et la République d'Haïti, je dirais même, c'est une cohabitation obligée. Cela veut dire que nous sommes entourés d'eau de tous les côtés, c'est une île, mais aussi nous sommes entourés par les Dominicains. Et les Dominicains aussi sont entourés par les Haïtiens. Cela veut dire que la cohabitation haïtienne et la République dominicaine, c'est plutôt une cohabitation obligée. Alors, que faire? Il faudrait bien que la société civile, le peuple dominicain s'organise en association. En association, cela veut dire que pour pouvoir jeter un pont entre la République dominicaine et entre le peuple haïtien et le peuple dominicain. Et ce même pont-là peut bien aussi être valable pour les gouvernants dominicains, aussi bien que les gouvernants haïtiens. Et aussi bien, on ne peut pas avoir de problème sans solution. Le problème, c'est que tout être humain, s'il est enfermé dans un endroit où il n'y a pas de quoi manger, où il n'y a pas de nourriture, où il y a le problème d'insécurité, où il y a des problèmes de toutes sortes, il faudrait bien que ces hommes et ces femmes-là se déplacent. Cela veut dire que c'est ce qu'on appelle le déplacement des populations. Pour ces populations-là, alors, ils ne peuvent pas se rendre à Miami, ils ne peuvent pas se rendre à la Guadeloupe et à la Martinique avec plus de facilité. Donc, la seule facilité que cette population-là a, c'est de se rendre en République dominicaine. Alors, si cette population-là est
en République dominicaine, cela veut dire qu'il faudrait bien que les Dominicains s'organisent d'une certaine manière pour aider Haïti à travers ces associations, à travers le pont qui va être jeté entre les deux peuples pour clarifier la position des uns et des autres. Il faudrait bien qu'on crée ce qu'on appelle une sorte de co-développement. Et c'est ce co-développement-là qui va nous permettre vraiment d'aider Haïti à sortir de cette situation, et c'est à partir de ce co-développement-là qui va nous permettre d'aider les Haïtiens à rester chez eux pour que le problème de l'immigration, le flux migratoire auquel confronte la République dominicaine ne devienne pas un conflit, ne devienne pas une sorte de problème de haine, pour que les Dominicains ne soient pas accusés d'esclavagistes, ou pour que aussi les Haïtiens ne se sentent pas un peu touchés dans leur orgueil du fait que les Dominicains ont procédé par des rapatriements massifs. Alors, vive la solidarité des deux peuples, vive notre mouvement des citoyens entre les deux peuples, la compréhension entre les peuples, vive l'île d'Haïti, Kiskeya, Uboyo, à tout jamais unis, vive les Dominicains, vive les Haïtiens. Ensemble, nous construisons notre vivre ensemble dans l'île. Eh bien, merci à vous tous. Merci. La rue de l'Orient. Je sais pas si c'était une vision. Ouais. Ah bon. Ah bon. C'est la maman de Céline. C'est culturel, oui, culturel société. C'est des écrits.
Des personnes, des familles avec enfants qui, sous la pression des conflits de guerre, sous les pressions politiques, sous les pressions économiques, ont fui, ont cherché une vie meilleure et loin de leur misère et loin de leur violence, de la violence. Mais depuis 2004 en France, le durcissement des lois sur l'entrée et les séjours des étrangers dans notre pays s'est fortement durci. Et le langage administratif, tout pareil, passe au-dessus des situations humaines. Dans notre pays aussi, il y a des familles entières sans titre de séjour qui sont exploitées également, puisqu'effectivement elles trouvent du travail, mais pour en avoir accompagné un certain nombre, une fois qu'elles ont des titres de séjour, comme par hasard, leur employeur n'en veut plus. Et puis, l'esclavage, il est au nord, il est au sud, et au nord parce que les situations d'esclavage, j'en ai aussi rencontré beaucoup à Paris, et notamment celui des femmes domestiques dans les familles largement aisées. Cela pourrait sembler très loin de Haïti, mais moi, Saint-Domingue, et je ne dissocie pas le fait que des personnes puissent se déplacer et puissent vivre décemment où que ce soit, au nord comme au sud. Donc, et la question du mouvement des populations est amenée à accroître, et il faut y faire extrêmement attention, puisque toutes les formes de loi, qu'elles soient comme dans des pays à Saint-Domingue, comme en France, effectivement, sont contre l'étranger, sont, j'allais dire, restrictives vis-à-vis des étrangers, elles entraînent des discriminations, elles entraînent de la xénophobie, et elles entraînent irrémédiablement du racisme. Alors, voilà, mesdames et messieurs, ce projet qui a été réalisé par Céline Anaya Gauthier, avec toute une équipe, vous avez cité beaucoup de monde. Alors, Céline, qui est une jeune photographe franco-péruvienne, mais pour moi, c'est aussi une Parisienne. Et donc, je suis aussi très heureuse qu'une jeune fille qui a été élevée à Paris puisse, à un moment donné, faire le lien avec ces pays du Sud, faire ce lien avec les pays d'Amérique latine. Pour moi, Céline n'est pas seule. Alors, avec beaucoup de détermination, de courage, elle a réalisé ce projet, pas seulement en passant, mais de l'intérieur, en restant plusieurs mois avec les personnes. Certes, elle a été accompagnée par le père Christopher Atlé, par le père Pedro Rotois, aussi par la population. Et c'est ainsi que son travail a pu prendre corps de l'intérieur. C'est aussi tout cela que je souhaitais saluer. Et j'aimerais qu'il y ait beaucoup de Céline pour montrer effectivement toutes ces misères, mais aussi toutes ces injustices, et que les choses puissent changer. Merci. Buenas noches. Bonsoir tout le monde qui vient nous guider. Les photographies que nous avons devant les yeux sont splendides. Elles reflètent d'une façon crue la réalité des femmes et des hommes qui vivent dans une situation de misère absolue. Mais l'une d'elles attire spécialement mon regard. Elle est là. Elle représente un de ces murs crasseux des baraques où sont entassés les coupeurs de canne à sucre haïtiens dans les batailles. Et sur ce mur dégoûtant, l'un des travailleurs a dessiné une croix. Une croix lumineuse, comme toutes les croix du monde. Le crucifié, c'est bien lui le protagoniste de toute cette histoire. Le crucifié, c'est lui qui brille intensément dans toutes ces misérables victimes de l'esclavage d'aujourd'hui. Et en voyant cette croix dessinée,
sur le mur d'une baraque, je ne peux m'empêcher de penser à cette merveilleuse Eucharistie, ces merveilleuses Eucharisties, que j'ai célébrées dans cette même baraque, devant cette même croix. Assis sur leur litière oxydée, en haillons, les jeunes coupeurs de canne à sucre, ils chantaient leur souffrance, leur espoir. Et je me souviens de Maurice Blanc, qui a éclaté en sanglots, en évoquant sa famille restée en vie. En voyant cette croix dessinée sur le mur de la baraque, je vois les crucifiés du baptême. Je vois les pieds remplis d'épines de dizaines et de dizaines de jeunes haïtiens qui, après avoir été trompés par les trafiquants sans scrupules, ont traversé la frontière et ont marché des journées entières dans les broussailles. Je me souviens particulièrement d'un jeune haïtien. Les militaires dominicains lui avaient volé ses souliers. Il est arrivé chez moi les pieds gonflés et remplis d'épines. Je l'ai fait s'asseoir devant la croix, dans la salle à manger du presbytère. Je me suis agenouillé devant lui. Et j'ai commencé à lui enlever les épines de ses pieds. Et j'avais l'impression de toucher les pieds du crucifié de Nazareth. En regardant cette croix, je vois les larmes de Nicolas, un jeune coupeur de canne à sucre de la région de Bodin. Il avait traversé la frontière avec sa femme, ce qui est une exception. Un soir, le gardien de la baraque lui avait volé sa femme. Et un matin, vers 5 heures, il arrive chez moi et il commença à sangloter comme un gardien. En regardant cette croix, je vois la douleur de Sainte-Hélène. Une jeune fille de Font-Vérette, elle avait 19 ans. Un jour, retrouva le cadavre de son mari au milieu de la canne à sucre. Et Sainte-Hélène se roula à terre devant le cadavre, en hurlant de douleur. Je vois le regard perdu de Jusma et ses compagnons de Cité Soleil. Ils arrivaient un beau matin après le mystère pour me raconter leur histoire. Et sur le chemin, 2 de leurs compagnons étaient morts de soif. Leur cadavre avait été mangé par les chiens. En regardant cette croix, je vois l'idée, Samy, Frédéric, Johnny, et un millier de jeunes haïtiens qui ont laissé leur famille, leur terre, pour venir au paradis de la canne à sucre. Oui, le crucifié est présent, bien présent dans les baptêmes. Il brille intensément dans toutes ces victimes de l'esclavage. J'avais installé la croix sur la tonnelle dans la cour du presbytère. Et là, devant cette croix, je passais la plus grande partie de la journée, entouré des enfants, des jeunes, des malades que j'avais ramassés dans les villes. Et le crucifié me souvenait. Plus d'une fois, en contemplant ces photographies, je vous souhaite d'y découvrir le crucifié de Nazareth, celui qui brille comme un soleil sur tous les calvaires de notre monde. Merci. Gontier et ses collaborateurs et collaboratrices.
Mon nom, c'est Colette Lespinasse. Je travaille en Haïti dans une organisation qui s'appelle le GAR, le groupe d'appui aux rapatriés et aux réfugiés. N'aboutira qu'à la seule et unique condition que nous-mêmes, nous arrivions à prendre notre destinée en main et à réagir contre ce type de situation en fait quotidien, d'autant plus pénible que de plus en plus d'Haïtiens sont conscients du fait qu'ils portent aussi la responsabilité de cette situation. Et c'est bien pourquoi nous savons aussi que la solution se trouve entre nous-mêmes. Cette situation ne date pas d'aujourd'hui. C'est tout un processus qui est en train de suivre son cours, mais je crois qu'il faut que chacun soit aussi conscient d'une chose, c'est que les choses bougent actuellement en Haïti. Il y a une prise de conscience qui est en train de naître. Il y a des dispositions qui sont prises, se dissuadent de l'envie de partir, de créer des moyens de vivre chez nous, de manière à mettre un terme à cette situation que nous sommes les premiers à vouloir dénoncer aujourd'hui. Il y a une prise de conscience qui se fait, il y a un combat aussi qui est en train d'être mené et à laquelle vous participez, et nous le savons parfaitement par la présence, une présence aussi nombreuse, par ce sentiment de solidarité qui est en train de naître, que nous savons capter, que nous savons prendre pour en utiliser la substance moelle de manière à pouvoir changer cette situation. Merci à chacun d'entre vous et soyez absolument convaincus d'une chose. Il y a une prise de conscience qui est en train de se produire aujourd'hui en Haïti et des dispositions sont prises au sein même de la société haïtienne, au sein des individus pour que nous puissions exorciser ce mal qui au fond a été dans notre sein et dont nous voulons nous ôter, pour lequel nous voulons faire changer les choses. Merci beaucoup encore. Et réagir à l'intervention de M. Chalmers. Je vais essayer d'être court parce que. Mais il se trouve que en 86, mon premier bouquin sur Haïti s'appelait Haïti, pourquoi faire ? Et il s'inscrivait complètement en faux qui avait commencé en 1804 et qui s'était surtout construit avec les 25 ans du gouvernement de Jean-Pierre Boyer. Voilà. Donc, moi, pour aller vite, je dirais simplement qu'on ne peut pas, parce que moi, encore une fois, en tant qu'haïtien, je suis dans une problématique haïtienne, on ne pourra jamais rien construire en Haïti en continuant à dire c'est la faute des autres. Tout ce qui se passe aujourd'hui en Haïti, tout ce qui s'est passé, tout ce qui fait qu'aujourd'hui Haïti est dans cet état, s'inscrit dans une logique qui est elle-même inscrite dans la société haïtienne et qui date des choix qui ont été faits suite à notre indépendance. Et donc, si aujourd'hui on veut vraiment changer quelque chose, c'est surtout pas en disant bon, c'est la faute des autres, nous sommes que des victimes. Il faut repenser la société haïtienne et je pense que c'est par là qu'il faut commencer. Merci pour votre opinion. J'y suis allé parfois, je connais beaucoup mieux la République dominicaine parce que j'ai aussi deux enfants qui sont à la fois français et dominicains, deux petits métis. Bon, moi je voudrais remettre un peu les choses dans le contexte dominicain. Et je voudrais remercier les intervenants que j'ai entendus aujourd'hui parce que j'ai entendu des propos modérés, j'ai entendu parler de convivialité, j'ai entendu parler d'exemples qui étaient porteurs d'espoir. Et ce n'est pas exactement, si vous voulez, Esclaves du Paradis, c'est un contexte, plusieurs manifestations, ça a commencé hier soir, et ce n'est pas du tout la même tonalité que moi, en tant que Français, j'ai ressenti hier soir lorsque je suis allé voir cette magnifique exposition de photos, et je le répète, ces photos sont superbes, elles existent, et ces photos, elles ont aussi des commentaires. Et ces commentaires, autant si vous voulez, j'étais indigné parce que je voyais, qui n'était pas pour moi une surprise, encore une fois, parce que j'avais visité, j'ai été conseiller culturel de l'ambassade de France, chargé de projets de coopération, donc je ne vais pas vous raconter mon parcours, et des écrivains haïtiens, des artistes haïtiens, je crois qu'il n'y a jamais eu autant d'invités à la Maison de France que pendant les années où j'étais là-bas. Il y a Alexandre pour le confirmer. Donc ce n'est pas le problème. Et ce que je voulais dire, c'est que ces photos, elles avaient des légendes. Et à mesure que je les
voyais ces photos. Bien sûr, j'étais ému, j'avais l'impression d'être à l'époque de Candide, vous savez, le nègre au Suriname. C'est à ce prix que moi j'ai pris un Europe. Mais je voyais aussi ces légendes et j'étais gêné, j'étais indigné aussi pour l'image qu'on donnait du peuple dominicain. Parce que finalement, les gens avec qui j'ai parlé, à gauche, étaient des gens de profiteurs et de racistes, et le peuple et le président de la République dominicaine, c'était un dictateur. Voilà l'impression que les gens ont eu, je pense, pour beaucoup, tous évidemment. Donc ce colloque, il est très bien, malheureusement, il s'adresse à un public relativement modeste, c'est-à-dire en nombre. Ce qui va rester dans les médias, ce qu'on voit dans la presse, c'est les légendes, les photos et les photos. Encore une fois, votre travail, je ne le critique pas, il est courageux, il est beau. Voyez-vous? Alors, bien sûr, hier soir, j'ai entendu une dame qui nous parlait de la misère d'une pauvre haïtienne. Ça aussi, ça m'a ému. Qui est morte sans avoir des médicaments, sans avoir un matelas. Mais combien il y a de Dominicains en République dominicaine qui meurent sans matelas et sans de médicaments? Ça n'excuse pas, je suis d'accord avec vous. Mais ça remet un peu les choses dans le contexte, vous comprenez? Les Dominicains, quand je lis sur la lettre au président Fernandez, qu'il y a un climat de xénophobie grandissant en République dominicaine, je dis non, moi je ne suis pas d'accord, ce n'est pas la... J'y vais souvent en République dominicaine, ce n'est pas, je ne vous dis pas, je n'ai pas une vision angélique de la République dominicaine. Bien sûr qu'il y a des gens racistes, comme en France, d'accord? Mais je veux dire, bien sûr qu'il y a eu des relations troublées dans la République dominicaine, mais ce qui me gêne, c'est que les médias sont en train de reproduire cette image caricaturale de la République dominicaine. On n'est pas là non plus pour ça. Dominicaine, qui est une centaine, milliers d'années, et aujourd'hui, selon passé aux 10 000. Donc, on ajoutait à ce troisième point un quatrième développement des touristiques, en particulier donc le citoyen. Quel point cette ouverture révoque de société correspond évidemment à des nécessités. C'est pas juste un moment pauvre pour les deux pays, il y a des forces, ne pas forcément se valoriser. Quel point, dit-il, son souci de la précision, un règlement administratif entre les douanes de la République dominicaine et la République d'Haïti. Le dossier commercial, peu de progrès, et il insiste, fort peu de progrès ont été enregistrés. Les seules ententes élaborées en matière migratoire dans le cadre de la commission mixte concernent les mécanismes de recrutement et les opérations de rapatriement. Elles ne touchent en rien au fond de la question migratoire et au demeurant, elles ne seront respectées ni par la République dominicaine ni par la République d'Haïti. Sixième point. En Internet, en el Diario Libre, que es un periódico propiedad del que los Vicini son los mayores accionistas. Un autre filet indiquant que la Chambre des députés de la République dominicaine, à l'unanimité, puisque tous les partis politiques de la République dominicaine ont officiellement condamné ce colloque que nous tenons ici aujourd'hui. Et ça, c'est signé de tous les partis politiques. Et en plus, à cette condamnation s'ajoutent quelques phrases défendant l'industrie sucrière. Tout ça est paru sur un journal internet qui appartient à l'industrie sucrière, essentiellement à la famille Vicini. Lo que había escrito es que yo aclaro en el texto de que yo no soy un experto en absolutamente nada. No soy sociólogo, no soy analista político, no pertenezco a ninguna organización internacional, excepto la Iglesia Católica, que es una santa católica y apostólica, nada más. No pertenezco a ninguna otra organización, solo soy lo que ustedes ven, nada más. Yo solo hablo de lo que yo he visto, de la vida, las condiciones laborales de las personas que vivían en mi parroquia, en los 4 puntos cardinales que la Iglesia me mandó a pastorear. Pero de lo que yo he visto y de lo que yo he escrito, nadie que no haya estado allí tiene derecho hoy, esta
Si ustedes no han estado en esos batalles, desde Yabacaba hasta Los Hermanos, por favor, no cuestionen lo que he dicho. Hay que ver para cuestionar. Alors, la deuxième chose que je voudrais dire, parce que... El batey de Cayacoa y el batey de Los Hermanos, hay un cementerio clandestino. En mi parroquia había 3 cementerios oficiales. Yo fui al ayuntamiento a pedir una certificación de cuántos cementerios había en mi parroquia. Y ese cementerio no aparece en la certificación del ayuntamiento. Quiere decir que es clandestino. Ahí están las tumbas. Cette présentation est dédiée à Sébastien Lemba et à tous ces héros d'Afrique qui ont donné leur vie pour la... Sur ce que veut dire l'esclavage. Les Haïtiens ne sont pas des esclaves, les Dominicains ne sont pas des esclavagistes. On a essayé à quelques moments de dire bon, que cette réalité existe lorsqu'il y a de la pauvreté en Haïti. J'ai entendu aussi le texte du professeur Guy Alexandre, ancien ambassadeur d'Haïti en République dominicaine, qui croit dans la démocratie, de travailler ensemble pour que nous puissions vraiment un jour finir avec cette réalité. Appelez-le comme vous voulez, mais vous avez entendu les témoignages, vous avez entendu plusieurs personnes depuis ce matin qui ont défilé autour de cette table parler. Il y a un problème, il y a un malaise. C'est la vie dans les familles pour changer les mentalités, les comportements. Je ferai de même pour des Haïtiens vers la République dominicaine. Le père Pedro qui vient de témoigner ici a fondé le Saint-Pont et le Saint-Au-Point des Haïtiens comme des esclaves. Mais nous savons qu'il y a une réalité qui s'apparente à l'esclavage, appelez-vous comme vous voulez, et qu'aujourd'hui sur l'île, il y a des Haïtiens et des Dominicains qui travaillent pour le changer. Non, restez là-haut, restez là-haut. Voilà, on va faire une procession. Ah, ok. Problème n'est pas vérité. Parce que le problème, si vous parlez la vérité, le problème est cimetière. C'est que vraiment meilleur quel que soit mon amour, rentrer là-dedans. Mais après 4 à 5 ans, ça, il n'y a pas fait ça encore, les gens à la télé, soit l'audience ou la tchéka. Il y a encore, Serait-il possible de traduire? Comme il y a des amis les Haïtiens ici, je dois me passer le micro juste pour traduire, parce que pour ne pas dire que c'est moi. Oui, non, cours. Même pas bien, alors monsieur nous explique que le cimetière dont a parlé Pedro existe effectivement, mais qu'on ne l'utilise pratiquement plus et qu'on meurt dedans, d'après ce que j'ai compris. Donc si vous faites ça avec rien, c'est pas dit. C'est parce qu'il a dit. Bon, alors, vite, on est appris. On est au Chita, on parle vite, Bon, allez. C'est ça la chose, je sais pas si les Haïtiens se taxent. Non, mais bon, on va pas faire la traduction de la traduction. Voilà, c'est bon. Allez. Continuez, respectez l'orateur. Si vous ne faites pas silence, on va arrêter ces de manière contrôlée. Alors, s'il vous plaît, asseyez-vous. Taisez-vous. Je vous passerai la parole quand votre Assisez, Chita. Eh bien, allumez-vous dans la salle, c'est pas de problème, asseyez-vous par terre.
Bon, alors, est-ce que nos jeunes témoins, là, sortis du chapeau, sont Donc, tu penses que c'est pas la peine de traduire mot d'un mot, notre théorie quand même passe tellement différent. Donc, il dit qu'il a travaillé pendant 7 ans. Il a coupé la canne pendant 7 ans et dans la tête de Selman, il a appris le métier de tailleur. Oui. Et puis après, moi je ne pas tailleur. Bon, mais moi je connais ce cimetière, il est là, il était là vraiment. Après 4 à 5 ans, il n'y a pas entré le monde là encore. Là on mourit, quelques dominicains qui ont été haïtiens, il y a la terre, il y a la de viande, ou sinon, il va quartier. Donc, le cimetière dont il a été question dans le débat a effectivement servi pendant 4 ou 5 ans. À partir de cette époque, on a cessé d'enterrer les gens. On a enterré les gens indifféremment haïtiens ou dominicains, soit à Sion, soit au quartier. Oui. Bon, on a connu ici encore. Parce que c'est profession, moi là, pour expliquer, ça me connaît pas parce que le seul mandat, il l'a fait. Tout 7 ans la salle, à Coubécan. Après chaque classe a fait des malais dans le pays de Haïti, chaque classe a ouvert, on a retourné, mais en temps, on apprend les métiers d'ailleurs, juste pour venir apprendre d'ailleurs pour venir faire dans la République Saint-Laurent. Nos matériels on a accompagné ils sont satisfaits pour son affaire. Ça nous mène dans le connaître. Je demande en fait d'éclaircir la situation par rapport à ce cimetière, parce qu'en fait il est venu pour témoigner un mot pour ça. Est-ce qu'il s'est passé des choses dont on peut? La segunda cosa es que nosotros hemos tratado de traer en 1937, les militaires de Trujillo ont massacré plus de 30 000 Haïtiens en Haïti. Ok? C'est Louis Vincent qui était comment dirais-je, le cache-texte de l'occupation américaine en Haïti. Ah non, il y a des problèmes. Et c'est ça justement qu'on va examiner. Et ce problème est absolument normal. Je me rappelle ce qui manifestait le chef du Parti communiste espagnol, Santiago Garrido. Il y a des communistes intelligents quand même. Il disait, le phénomène de la migration, d'une manière générale, finale, juridique, public noir, Haïti. En plus, Haïti, historiquement, c'est plus complexe et qu'il faut arrêter certaines manipulations de l'information que, à mon avis, ils ne sont pas tout à fait innocents et que bien peut-être sont poussés par des intérêts qu'on ne connaît pas véritablement la source. Et cela dit, je ne voudrais pas m'attarder et je voudrais donner la parole maintenant à mon ami le président en exercice, le colonel Jean-Yves Chevalier. Qui va vous parler, il fera un aperçu historique, géographique, etc. pour mettre vous dans les contextes. Mais, la parole est à vous. Merci, Excellence. Alors, le but de mon intervention, c'est d'essayer de dégager un certain nombre de clés de compréhension du problème de la grande île d'Hispaniola et des deux pays qui l'occupent, principalement Saint-Domingue. Premier endroit où c'est là où Christophe Colomb a une certaine mondialisation. Alors la particularité, c'est pour ça que ce cas nous a semblé intéressant, parce que d'un côté, on a un pays, on va dire, émergent, des zones franches. On peut dire que la majorité des jeans qui sont vendus aux États-Unis sont fabriqués à Saint-Domingue. Le tourisme, évidemment, les Français le connaissent, hein, ils sont à l'origine d'une partie du tourisme de Saint-Domingue, entre autres Punta Cana. Et également, le secteur industriel et l'agriculture est loin d'être négligeable. D'un autre côté, Haïti, qui avait occupé Saint-Domingue en son temps, a évolué complètement différemment. Une population,
reconnaissable par rapport aux Blancs, étant donné que les Blancs ont été exterminés ou chassés il y a pas mal d'années. Un pays qui a du mal qui est un peu sous contrôle international, en quelque sorte, qui n'a même plus d'armée, qui a du mal à se reconstruire, qui fait des efforts énormes, mais qui a énormément de mal à se reconstruire. Et ces deux pays qui sont répartis 2 tiers pour la République dominicaine et 1 tiers pour Haïti, ont sensiblement les mêmes populations, avec une population côté Haïti qui progresse plus vite que la population de Saint-Domingue. Nous étions en gros dans les débuts des années 2000 à 8 millions de part et d'autre. Nous sommes peut-être, les statistiques sont difficiles à dire, à 8,5 et à 9. Sachant que dans les 8,5 de la République de Saint-Domingue, il y a également un certain nombre d'Haïtiens, évidemment, qui sont attirés par l'opulence relative de la deuxième partie de l'île. On a plus de 270 km de frontières et plus de 1200 km maritimes de l'île de la République de Saint-Domingue, qui sont autant de frontières à contrôler, étant donné que d'un côté, il n'y a pas d'emploi, et de l'autre côté, il y a de l'emploi. Et à chaque fois qu'on a deux populations de niveaux différents d'évolution avec de l'emploi, il y a évidemment la tentation d'avoir un emploi sous-payé d'un côté, mais qui de l'autre côté est une manne. Venir travailler pour un Haïtien 6 mois à Saint-Domingue, c'est faire vivre sa famille pendant 1 an, voire plus de l'autre côté, sachant qu'il peut très bien avoir un... Il y a les pour et les contre, et ceci a plein de conséquences. Je ne veux pas faire un débat franco-français, mais il y a ceux qui sont pour l'ouverture et ceux qui sont contre. Il y a ceux qui pensent que la mondialisation est une chance et ceux qui pensent que c'est un handicap, ceux qui pensent que l'État doit être désacralisé et ceux qui sont actifs aussi, qui pensent que de nouvelles émergences doivent se créer. La semaine dernière, j'étais dans les anciens pays du bloc soviétique, et bien, il y a des émergences très remontes, très bouillantes. Peut-être, je ne connais pas Saint-Domingue, mais j'imagine que ça doit être bouillant à mains égards là-bas aussi. Mais là-bas, il y a l'Abkhazie, la Transnistrie, le Haut-Karabakh, qui tous disent « mais pourquoi ne serions pas nous aussi des États ?» L'Écosse, plus près de nous, la Catalogne, la Lombardie, ça fait des échos dans les oreilles de certains. Autrement dit, ça bouge. Ça bouge et cette mondialisation crée des paysages nouveaux et il faut se préparer à une nouvelle géopolitique mondiale avec des nouveaux décors, des nouvelles cartes, etc. Donc c'est devenu quelque chose de très préoccupant, non seulement pour ceux qui s'occupent de nous, c'est-à-dire les hommes politiques, mais pour l'homme citoyen, pour l'opinion publique, c'est quelque chose qu'il faut regarder de très près. Pour revenir à Saint-Domingue, parce que c'est cela le titre de notre réunion, les deux visages. Oui, la mondialisation, bien évidemment, a 2 visages, c'est déjà pas mal, 2. Eh bien, là-bas, c'est une chance, j'ai compris, Madame Aguiar va nous le développer tout à l'heure, c'est une chance, cette mondialisation, pour la grande île, mais à condition que les formes soient mises. C'est-à-dire qu'il m'a été dit que la migration d'une partie d'Haïti vers Saint-Domingue était de l'ordre d'1 million de gens qui se permettaient de passer la frontière parce que l'espoir était plus fort du côté de Saint-Domingue qu'il n'était à Haïti. Et ils ont raison, certainement, mais cet état de fait ne peut devenir un facteur de prospérité que dans la mesure où c'est pas régimenté, mais réglementé, que c'est réglé en quelque sorte, dans la mesure où le droit vient au secours de cette situation. Si le droit ne vient pas aider l'immigration massive à laquelle on assiste depuis plusieurs années, eh bien, la mondialisation n'apportera pas grand-chose. Il faut à tout prix que les partenaires des deux responsables des deux parties de l'île trouvent un modus operandi pour que cela fonctionne. Sinon, eh bien, il y aura les difficultés qu'on rencontre dans d'autres pays, dans d'autres zones du monde, où il y a des déséquilibres. Tina Aguiar, elle est avocate, elle est ambassadeur de la République dominicaine auprès des Nations Unies, professeur que je suis dominicaine, mais qui est actuellement, finalement, on peut à l'ordre du jour, comme l'a dit monsieur le modérateur, en raison d'une campagne qui a en effet des formats très très importants. Le problème de l'île de Saint-Domingue est un problème qui a commencé par l'histoire. Et Jean-Yves Chevalier a brièvement donc évoqué quelques traits historiques concernant, mais je crois qu'il est bon maintenant de s'attarder sur certains de ces aspects. Hispaniola était une colonie espagnole
Et puis au fait de ce qui s'est passé en Europe, donc au XVIe siècle, soudain, l'île voit la reconnaissance de la part du roi de France d'une colonisation française qui a été faite à partir de l'île de la Tortue, donc une petite île qui se trouve face aux côtes occidentales d'Hispaniola, qui venait chasser donc le gibier sur la côte de la Grande Île. Mais pourquoi cet état des choses qu'en fin de compte on pouvait venir chasser le gibier par les filibustiers et les boucaniers? Tout simplement parce qu'en 1605, le gouverneur de l'île d'Hispaniola, gouverneur de Sa Majesté le roi d'Espagne, avait décrété que toutes les villes de la partie occidentale, à Puerto Espagne, à Baleares et d'autres, devaient être abandonnées par ses habitants et qui étaient déportés à l'intérieur de l'île vers la partie orientale, qui remonte donc au tout début du XVIIe siècle, 1605, et passé dans notre histoire comme les dévastations d'Osorio. Osorio étant le gouverneur de l'île à qui est échue cette ignoble tâche, finalement, de dépeupler toute la partie occidentale, de déporter les habitants, le feu donc à leurs habitations. Ils sont partis avec leur bétail et c'est vraiment le premier fait de déplacement de population donc dans les Amériques. De l'île d'Hispaniola, et donc ils n'ont eu que faire des populations qui les occupaient en changeant donc à chaque fois la frontière et la délimitation de l'île, jusqu'à ce qu'on se trouve avec la délimitation qui est à peu près la nôtre. Quand en 1804, et suite à la mise sous arrêt de Toussaint Louverture, qui avait conquis l'île au nom de la Révolution française, il était arrivé donc à l'île en 1795 et il a été trahi par les siens, donc arrêté et envoyé en France et enfer et enfermé dans le fort de Joux, dans le Jura. Et Toussaint Louverture, dans sa croisade de conquête de toute l'île, déclarant l'île est une et indivisible, chose qui va marquer l'histoire haïtienne pour toujours, il le fait au nom de la Révolution. Mais bon, suite à la trahison, il est envoyé en France, mais son lieutenant, qui était Jean-Jacques Dessalines, donc déclare l'indépendance le 1er janvier 1804. Du côté espagnol, finalement, on reste un peu dans une période qui est passée dans notre histoire. Il déclare l'indépendance à la fin de l'année, et à peine 9 semaines après, Boyer, président haïtien en exercice, grand militaire, envahit la partie orientale de l'île et s'installe pendant 22 ans. Donc en fait, la République dominicaine a gagné sa véritable indépendance en 1844 d'Haïti. Et ce fait aussi va marquer l'histoire. Ça va marquer l'histoire parce que jusqu'en 1856, les Haïtiens n'ont eu que des cesses, les troupes haïtiennes n'ont eu de cesse finalement de toujours faire des escarmouches à la frontière, et on a passé tout ce temps à consolider finalement la souveraineté nationale, l'intégrité du territoire. Et puisque ces faits s'est produit, que les armées haïtiennes pénétraient le territoire dominicain de manière incessante jusqu'en 1856, ça a amené que notre père fondateur, qui était un homme paisible, de paix, qui était un juriste, qui était un homme qui n'était pas un combattant véritablement, a dû céder sa place à Pedro Santana, qui était l'épée de l'indépendance, parce qu'il n'y avait eu que lui qui avait été capable de repousser donc les troupes haïtiennes de l'autre côté de la frontière. Donc ce fait est un fait qui est inscrit avec finalement des institutions publiques et également faibles, et qui est en train de lutter pour sa stabilité. Alors quelques chiffres, parce que les chiffres se suffisaient même, vont vous montrer un petit peu quel est l'état finalement d'Haïti. Dans le rapport sur le développement humain de 1997, on parlait donc du domaine forestier d'Haïti en 1994, qui ne dépassait guère 5% de la superficie, c'est-à-dire 6 fois moins que la moyenne de 31,9%, qui correspond à la moyenne du groupe des pays les moins avancés, et groupe auquel appartient Haïti dans la nomenclature de la Banque mondiale et des Nations Unies. Et vous savez que Haïti est l'État le plus pauvre du continent américain. À sous-culture intense, 20% de sa superficie,
c'est-à-dire 4 fois plus que la moyenne des PMA, mais quand on compare cela finalement à la moyenne hydrique interne renouvelable par tête des parents, en 1995, le reste des PMA disposait de 14 000 mètres cubes d'eau, et ceux de l'Afrique du Sud du Sahara de 9 000, alors qu'Haïti ne disposait que de 1 500 mètres cubes d'eau pour la même période, donc 94-95. Le problème aussi des carburants. Haïti, on a compte du bois qui sert à chauffer, à faire la cuisine, et par conséquent est aussi à l'origine d'une déforestation massive. Au lieu d'être 9 millions ou 8,5, ils avoisineront les 16 millions. Donc, il est important quand même de souligner que dans des conditions semblables, avec en plus un pays qui s'est détérioré sur le plan des ressources naturelles, des moyens productifs, une paupérisation croissante de la population s'en est suivie, qu'il y a un ordre institutionnel qui manque de base, ou à une base très précaire, et qu'en fait, l'État haïtien se retrouve sans les ressources fiscales nécessaires pour finalement exercer ses compétences en tant qu'État. Parce qu'en État, pour qu'on puisse véritablement trouver un État en droit international, il faut qu'il y ait un gouvernement et il faut que ce gouvernement soit effectif. Or, les gouvernements qui ont suivi la chute des dictatures des Duvalier, malheureusement, ne remplissent aucun ces critères d'effectivité, puisque l'effectivité, on la mesure à l'exercice des compétences qui sont propres à l'État sur ses administrés. Et ce qu'on observe en Haïti, c'est que suivant les conclusions d'un rapport produit par les Nations Unies en 1949, où on encourageait les gouvernements haïtiens, au point numéro 5 de ces rapports, à motiver la population à l'émigration massive, y compris par des familles entières, dans les autres régions de la. Et donc, c'est un petit peu ce qui se passe actuellement, et cela est une source de déstabilisation. Actuellement, la population migrante en République dominicaine est estimée à 1 million d'Haïtiens. Comme il a été déjà évoqué par Jean-Yves Chevalier, construction, tourisme, industrie sucrière, de moins en moins. Pourquoi ? Parce que la République dominicaine, les Dominicains, ont abandonné la production sucrière depuis les années 80, l'a privatisée, a vendu les terres qui appartenaient au CA, donc le Conseil du sucre, et que par conséquent, actuellement, l'industrie sucrière de la République dominicaine est en régression, en franche régression, avec le traité de libre commerce qui est intervenu entre l'Amérique centrale, les pays de l'Amérique centrale, la République dominicaine et les États-Unis. Les pays d'Amérique centrale et la République dominicaine et américains ne pourront plus exporter aux États-Unis en dehors des quotas spécifiques qui ont été alloués à chacun, et qu'au contraire, on va payer une indemnité aux producteurs pour qu'ils n'exportent pas de sucre sur le marché américain. La République dominicaine n'est pas non plus partie du protocole sucre dans le cadre des accords de Cotonou. Il faut attendre 2012 pour pouvoir renégocier donc son éventuelle participation au sucre. Donc par conséquent, c'est une industrie en progression. On estime actuellement à environ 20 000 travailleurs haïtiens qui sont dans ce secteur. Donc quand on a polarisé le problème uniquement sur ce secteur, c'est une distorsion finalement de la réalité des choses, parce que le problème qui est posé au travers de tout ça, ce sont les revendications qui sont revenues de manière récurrente sur la table, puisque les gouvernements haïtiens, tous qu'ils soient, depuis les Duvalier cruels qui ont massacré la population, qui ont participé finalement au trafic des ouvriers agricoles. Et il faut savoir que le trafic, enfin, ce déplacement de population des paysans haïtiens pour travailler dans l'industrie du sucre a été commencé sous l'occupation américaine de deux parties de l'île. Et ça, c'est un fait aussi qui est déterminant dans l'histoire, c'est que l'île a été occupée par les Américains, les deux côtés en même temps, et que c'est finalement les Américains qui ont fait revivre de l'île qui était pratiquement abandonnée par les Dominicains d'un côté et par les Haïtiens de l'autre. Ce trafic a commencé, ce passage a commencé sous l'occupation américaine. Et puis,
il a été pris à son compte par la dictature des Duvalier. La photographie de Deville a été aussi faite par l'université de La Havane, en montrant comment l'urbanisation du côté de Dajabón suit à peu près en plan une rationalité, et du côté de Ouanaminthe, on ne trouve même pas le centre de la ville par rapport à l'ensemble des activités qui s'y développent. À Dajabón, chaque semaine, rentrent 12 000 Haïtiens faire le marché, faire le commerce. Repartent chaque soir 8 000, 4 000 restent. 1 200 sont pris par la police de la migration. Reste à peu près dans la nature 1800. Donc, avec ce taux hebdomadaire, aucun pays ne peut faire face. Mais il faut se rendre compte aussi que cette immigration complètement effrénée a sa source dans le fait que l'État haïtien est un État effondré, sans institutions valables. Tout est à reconstruire. Et que la communauté internationale a une responsabilité à assumer à l'égard d'Haïti pour aider non pas la République dominicaine à endiguer uniquement le flot de l'immigration, mais c'est à l'égard de la propre nation haïtienne qui est vouée à la disparition si, en fin de compte, on ne fait pas un effort soutenu de reconstruction. Et actuellement, le gros problème, on vient de célébrer en République dominicaine le sommet du groupe de Rio avec l'Union européenne. Et la République dominicaine a pris comme leitmotiv de sa politique étrangère, surtout les forats internationaux, que la communauté internationale doit aider Haïti aujourd'hui qui alimente les siens. Mais on a mis aussi des conditions pour la libération de ces fonds. C'est des conditions finalement d'application démocratique, de compliance, democratic compliance. Et on ne peut pas poser ces conditions à un État qui est en passe de disparition. Parce que c'est mettre la condition impossible. Et justement, la solution au problème haïtien, qui est en particulier avec la Caraïbe, mais ils assument l'engagement qu'ils avaient pris, donc qui était prêté main forte à la d'Haïti et la consolidation de la paix intérieure. Merci. Merci beaucoup, Christina. Et avant... Vous avez précisé que Toussaint Louverture a été trahi par ses frères. Mais Toussaint Louverture était français, Haïti n'existait pas. Quand Toussaint Louverture a existé, trahi par ses frères. Dans la mesure où, quand on est esclave, les autres sont des esclaves et Toussaint Louverture libre, le statut de frère, là, porte à ambiguïté. Il y a une petite expression que j'ai relevée, que Haïti est voué à la disparition. Et malheureusement, j'étais au berceau, j'avais déjà entendu cette périphrase. Dans ce cas, je ne devrais pas être encore en vie. Et j'ai 36 ans, donc j'espère que ça va continuer. Donc en fait, je pense qu'effectivement qu'il y a peut-être quelque chose de positif à souligner, c'est quand même le 10e département, les Haïtiens de la diaspora, qui font un travail formidable, qui assument leurs responsabilités, et que quand on parle de Haïti, malgré la dimension tragique, effectivement, c'est quelque chose à souligner. Voilà. Merci, Elvira. Voulez-vous répondre brièvement, s'il vous plaît, brièvement? Justement, et l'état de cette espérance de vie qui se trouve aussi dans la moyenne à peu près des pays les moins avancés. Ensuite, quand je parlais de Toussaint Louverture, je n'ai pas dit les frères, sinon les siens. Ça peut, avant d'entendre salut, et les siens, je n'ai pas dit les frères, parce que vous avez souligné quelque chose de très juste, il était libre, et donc les autres qui étaient là, qui avaient vocation à devenir après Haïti, parce qu'Haïti n'existait pas au moment où il est venu, et je l'ai souligné, je dis qu'il a fait la conquête des villes au nom de la Révolution française. Donc il était un soldat en général français. Et d'ailleurs, sa biographie publiée en France par Flammarion, dans la série des biographies, dit bien le fils oublié de la Révolution. Toussaint Louverture, le fils oublié de la Révolution. Donc, non, je ne crois pas que je vais former les choses, et je n'ai pas dit que
Haïti est voué à la disparition si on ne fait rien. Avec ces taux d'immigration, et en fin de compte, si on continue de suivre les recommandations du rapport de 1949, il est évident que dans quelques années, il n'y aura rien. Et je me félicite. On va dire en évolution, peut-être que Saint-Domingue, ça s'arrêtera à un moment donné, mais enfin pour l'instant 8%, etc. Donc qu'est-ce qu'on a comme démonstration? C'est que les gens sont de plus en plus lettrés, ils vont de plus en plus en études, et la promotion sociale passant pour la majorité des gens par une promotion, on met le maximum de moyens financiers, et comme on a moins de chances de perdre ses enfants qu'avant, donc on met l'effort sur 1 ou 2 enfants, on va investir beaucoup pour leur permettre d'aller dans les meilleures écoles, etc. D'un autre côté, à Haïti, le gros problème, c'est la sécurité. C'est-à-dire la sécurité à la fois économique, mais surtout la sécurité sécuritaire, c'est-à-dire le manque d'État au sens propre du terme, l'État régalien, et on l'a vu international et tout, ce n'est pas un État régalien. Et donc, on a une déstabilisation d'Haïti par sa population. Mais d'un autre côté, la seule richesse, c'est la population, parce que des moments, 54 ans, maintenant, c'est pas beaucoup. C'est beaucoup par rapport à il y a 2 siècles, en Afrique ou ailleurs, où les populations sont stabilisées, même en Europe, où on a perdu parfois la moitié de notre population quelques années par des épidémies de peste, de grippe, etc. Donc maintenant, avec les antibiotiques et tous les moyens, on va limiter ces pertes massives de population. Et la seule possibilité de richesse pour une famille, c'est d'avoir de temps en temps un travailleur haïtien qui va partir à travailler à Saint-Domingue, mais peut-être aussi aux Antilles, peut-être aux États-Unis, comme chauffeur de taxi ou autre, et qui va faire vivre une famille de 15-16 personnes avec un salaire qui paraît négligeable à Saint-Domingue. Aux États-Unis, il n'est peut-être pas négligeable, mais il est d'un niveau inférieur à celui, c'est les métiers que ne veulent pas faire les gens sur place, mais qui, arrivé en monnaie, qui a un petit peu de poids en Haïti, va permettre de maintenir l'économie. Le problème, c'est que si Haïti reste longtemps sans évoluer, on va se retrouver avec non plus 18 millions, 20 millions, et il y a un moment donné, on a une instabilité. Alors, il y a un point très intéressant, moi, je trouve, à souligner, c'est que souvent, dans certains pays, il y a un manque de volonté d'aller, de PMI, de PME, hésitent à se déplacer. Pour Haïti, peut-être par la proximité de la diaspora, parce qu'il y a une diaspora, les Haïtiens parlent un français souvent, souvent à ceux qui ont la possibilité d'aller à l'école, souvent beaucoup plus châtié de bonne qualité que le français qui est parlé dans un certain nombre de nos établissements français. Et donc, ces gens font des études, sont au contact de chefs d'entreprise, de petites, je ne parle pas des grandes, on est dans un autre état d'esprit, qui n'ont pas hésité souvent, au péril de mettre en jeu leur propre petite PMI, à se déplacer en Haïti. Issus de petites PMI françaises qui s'étaient déplacées sur place. Et c'est vrai que nous avons un réel problème. Alors, la République de Saint-Domingue, elle, a des vieux souvenirs d'Haïti, c'est-à-dire qu'ils ont une peur. D'un autre côté, ils ont aussi besoin de ces travailleurs, mais il y a dans le viscéral, dans la clé, une peur aussi d'Haïti. Parce que c'est vrai que la population croît, on ne sait pas où ça peut s'arrêter. Et tout part par la sécurisation, je pense, d'abord du pays. Si on n'a pas la sécurité, on ne peut pas travailler. L'investisseur ne peut pas travailler, et la sécurité, la loi, la mise en place. Alors comment le mettre en place, ça c'est... À la suite de Carlos Carrasco, et puis va succéder avec brio. Je voudrais conseiller à tout le monde de lire, moi, un livre qui m'a toujours passionné. Il y a le livre, il y a 2 choses. Et le voir jouer, c'est quelque chose de formidable, surtout quand on le voit jouer aux Antilles. J'ai eu la chance de le voir jouer plusieurs fois en Martinique, dans une carrière, on en garde un souvenir inoubliable. Ce que je voulais dire également, c'est que je trouve quand même que c'est peut-être un peu dommage pour la République de Saint-Domingue, mais malgré le taux de fécondité important d'Haïti, le taux de fécondité d'Haïti se maintient quand même malgré une prévalence énorme du sida. Personne n'en a parlé. Haïti fait partie des pays qui ont une des plus fortes prévalences du sida dans les pays les moins avancés, dans les derniers pays sur la liste du PIB par habitant de l'ONU. Des activités dans le domaine de la coopération, la France fait un énorme effort dans le domaine de l'eau, dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'aide à l'agriculture, dans le domaine de la reforestation, ce qui n'est pas simple.
parce qu'on a les mêmes problèmes au Niger, on a les mêmes problèmes au Mali, enfin dans toute la frange sahélienne. Et d'autre part, Christina, tu disais tout à l'heure que c'est une chose qui m'a frappé, mais c'est peut-être plus anecdotique, sans que ce soit péjoratif, le mot soit péjoratif de ma part. Les dominicains partaient, venaient travailler dans les îles, c'était les gens des îles sous le vent qui venaient travailler dans les plantations, alors qu'aujourd'hui c'est le contraire. Et la Guadeloupe, région monodépartementale française, et c'est comment on appelle ça, c'est les îles qui sont autour, les îles françaises, les îles moitié suédoises, moitié françaises, emploient à la fois pour continuer à travailler d'une part dans leur plantation ou ce qu'il en reste, de canne à sucre et de beaucoup de... J'ai vu toutes les présentations qui ont été faites. Bon, je crois que je devrais remercier l'ambassadeur Carrasco de m'avoir invité, d'avoir été là avec vous. Mais s'agissant de ces présentations, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites, il y a beaucoup de choses qui sont vraies, mais il y a beaucoup de faits, il y a beaucoup d'étapes qui ont été occultées. Parce que la République dominicaine, comme la République d'Haïti, a connu beaucoup de moments de troubles politiques. Conjoncturellement, les choses se sont arrangées depuis une vingtaine d'années pour la République dominicaine. Et je crois que si maintenant nous replaçons ce sujet dans le cadre de ce qu'on veut faire au CEDS, dans le cadre de la mondialisation, les effets peut-être positifs entre parenthèses et les effets perturbateurs de la mondialisation, je pense qu'on aura beaucoup de réponses. Mais il ne faudrait pas occulter non plus les étapes historiques qui sont à même beaucoup de réponses beaucoup plus positives et beaucoup plus efficientes. Je vous remercie. Merci, Madame Dill, pour votre intervention. Est-ce que quelqu'un veut parler sur ce sujet? Bon, il n'y a pas eu une réponse. C'est un constat. C'est que justement, cette diaspora haïtienne est un peu partout, au Canada, aux États-Unis, aux Bahamas, dans les Antilles françaises et en Guyane et en République dominicaine. Si la seule République dominicaine a déjà 1 million d'Haïtiens, donc on peut imaginer combien sont aux États-Unis, au Canada, etc. Et M. Menu vient de dire quelque chose de très intéressant sur le rôle de la diaspora. La République dominicaine a commencé à recenser sa diaspora. Pourquoi? Pour articuler des plans de développement à partir de la diaspora. Parce que la diaspora dominicaine aux États-Unis est extrêmement prospère. Les plus grands supermarchés dominicains ont avancé bon qu'ils participent au processus de développement et de croissance économique de la République dominicaine. Et je pense que ça, c'est quelque chose qu'Haïti doit également faire. La diaspora haïtienne, surtout qui est au Canada, est une diaspora extrêmement prospère. Il y a des gros intellectuels. Je pense que tout ça doit être mis en œuvre pour aider à la reconstruction d'Haïti. Et il est venu au Canada à l'âge, je crois, de 10 ans. Et maintenant, elle est la gouverneure générale du Canada. Her Majesty's, Her Gracious Majesty Representative. Représentant de la Reine. Bon, la parole est offerte à... Gros grand trou. Il a été emprisonné par les Français. Et la question que je voudrais poser, si on considère, disons, le Vietnam, il était divisé en deux. La Corée était divisée en deux. On a Haïti, Saint-Domingue, entre les deux États, il y a une ligne d'eau. Mais avant qu'il n'y ait Haïti et Saint-Domingue, avant qu'il n'y ait des boucaniers et d'autres Espagnols, il y avait un État. Et cet État, qui était-il? Il y avait des habitants. Et les Français, les Espagnols et autres Américains qui sont venus, les uns se sont installés ou soudoyés d'un côté et les autres de l'autre. Que font ces États actuellement? Soit les Français, les Espagnols, les Américains, qu'est-ce qu'ils font pour que ces deux États
Saint-Domingue et Haïti puissent retrouver l'unité d'antan. Et entre Saint-Domingue, autre question parallèle, entre Saint-Domingue et Haïti, y a-t-il des rapports entre eux ou bien cherche-t-il à se rapprocher ou la ligne reste-t-elle virtuelle? Je disais ici que la requête au nom de l'unité de l'île. Est-ce qu'il est possible, comme s'est interrogé M. Il y a des raisons historiques et des autres qui c'est pas très faisable de faire ça, mais si vous voulez réactionner brièvement. Bon. Donc on n'a pas l'État innos partout. Quand de cet État dont vous parlez, et qui était l'État premier de l'île, quand les Espagnols sont arrivés, quand Colomb est arrivé, ils étaient tous d'État innos. Il y avait 5 royaumes, donc qui se partageaient l'île. Maintenant, ce n'est pas le cas. Il y a une réalité géopolitique différente et il n'est pas, en l'état actuel des choses concevables, une fusion. Ça, ce n'est pas possible. Il y a 2 populations différentes de chaque côté de la rivière Massacre. Il y a la République dominicaine d'un côté, avec son vécu, son histoire, sa démographie et sa mémoire collective propre. Et puis il y a la République d'Haïti avec la sienne. Moi, tout ce que je peux imaginer, c'est qu'en fin de compte, vivre sur cette île d'une manière plus harmonieuse. Haïti doit se développer à l'intérieur de ses propres frontières. Et la République dominicaine n'a jamais refusé de participer à ces projets de développement et d'aider le développement de la zone de la frontière. La République dominicaine est le premier bénéficiaire du développement et de la stabilisation d'Haïti. Les 2 précédents. Il est vrai que l'Allemagne, sur un plan économique, on ne voyait pas le mur de Berlin s'écrouler et que l'Allemagne de l'Ouest ensaillage l'Allemagne de l'Est. Il est possible, puisque de toute façon, on a eu cet exemple dans d'autres pays, où le plus fort a entraîné justement ce côté de l'économiquement plus faible. Il suffit de revoir que certaines îles en Caraïbes, où on les pensait perdues sur un plan économique, ont su vivre, et je pense que tout le monde en connaît aussi. Donc je pense que Haïti et la République dominicaine peuvent s'entraider et que ce problème de frontières n'est qu'un problème politique. Je pense qu'il faut mettre le nom. Merci. Bon, une petite clarification, je crois qu'il n'y a pas de problème de frontières. Non, pas du tout. Pas du tout. Alors, attention, on ne va pas placer le problème sur des histoires des revendications territoriales. Je crois qu'il y a une réalité sociologique et philosophique de 2 nations de chaque côté, chacune de son côté. À partir du moment où vous parlez de nations, comment vous allez les fusionner? Mais nous avons ici dans cette salle des intellectuels haïtiens qui peuvent nous dire qu'en est-il de la nation haïtienne. Dante Bellegarde, qui a été l'un des plus grands diplomates haïtiens, a écrit un livre exemplaire sur cette question, la nation haïtienne. Bon, moi j'aimerais savoir de la part des intellectuels haïtiens qui sont là si son livre est dépassé ou il est toujours d'actualité. Mais moi je pense qu'il faut respecter les nations. Haïti est une nation, la République dominicaine est une nation. Les Dominicains se voient eux-mêmes comme une nation. Comment vous allez leur dire qu'enfin il y a une frontière artificielle? Elle leur a été imposée par l'histoire, madame. Et nous vivons avec. Et la nation dominicaine s'est développée à l'intérieur de cette frontière qui nous a été imposée par l'histoire. Merci. Oui, c'était... Non, d'abord c'était monsieur, oui. Oui, j'aurais une question pour madame. Oui, Elie, de Centre-Pau, et qui travaille au rapprochement des 2 peuples. Parce qu'au point de départ, on sent qu'il y a une incompréhension des 2 côtés et une déconnaissance aussi. Et il y a une vérité historique aussi à rétablir pour qu'il y ait d'abord un dialogue. Avant même de parler d'unité, mais je pense qu'il faut que les 2 peuples arrivent à dialoguer, ce qui n'est pas toujours facile. Bon, la question que j'avais, c'était par rapport à ce que disait Madame l'ambassadrice, que Boyer
a envahi Haïti. Et moi, j'avais aussi ça en tête jusqu'au jour où j'ai lu un document écrit par des historiens dominicains, notamment, si je me trompe, Emilio Paulero Mitchell, qui est professeur, ne tolère pas l'égalité. Où ils ont essayé de démontrer comment il y avait beaucoup de points positifs de solidarité entre les deux peuples, qu'on ne le dise. Hein. Eh bien, ces historiens dominicains disent que Boyer est allé à la République dominicaine parce qu'il était appelé par des dominicains. Parce qu'il y a des dominicains qui n'étaient pas d'accord avec le retour des Espagnols et d'autres qui étaient pour le retour des Espagnols. Ils ont fait appel aux Haïtiens, que d'ailleurs aussi Haïti était plus prospère à l'époque, et ils ont démontré combien l'agriculture dominicaine a prospéré considérablement, et pendant ce temps-là, c'est vrai que Boyer a commis des erreurs énormes, mais il y a quand même des points positifs. Là, je pense qu'il faudrait rétablir ces vérités historiques pour faciliter le dialogue entre les deux peuples. Hein. TDS. Une question à Madame l'ambassadeur. Et c'était surtout du point de vue économique. Le tourisme est un facteur de développement économique très important en République dominicaine. Et la main-d'œuvre haïtienne profite à la République dominicaine. Surtout dans le domaine de la construction de villas très prisées actuellement, au bord des mers magnifiques qui vont être faites pour des Américains qui veulent s'installer là. Et ma question est de savoir si ce développement économique pourrait être possible aussi en Haïti. Et bon, au sujet des affirmations de Paulero Mitchell, je dois vous dire que l'histoire a plusieurs lectures et tout dépend finalement du prisme avec lequel l'historien va finalement analyser et interpréter les faits historiques. En ce qui concerne la position de Paulero Mitchell, je peux vous dire que je peux l'apparenter, en fin de compte, à certaines positions qu'on voit chez les historiens en Europe négationnistes. Il n'y a aucune réalité au sujet finalement de cet appel qui aurait été adressé à Jean-Pierre Boyer pour qu'il vienne prêter main forte et secours dominicains face à l'éventuel retour de l'Espagne et de la partie orientale de l'île. L'explication est plutôt que cette colonie faible, qui en fin de compte n'avait rien pour se soutenir, qui a osé se détacher du giron paternel de la mère patrie, était au contraire donc le flanc faible par lequel les Français pouvaient revenir et reprendre la domination sur Haïti. Et c'est plutôt ça la motivation donc de l'invasion de 1822. Pas que les Dominicains, enfin les créoles espagnols aient appelé. Ça c'est la lecture correcte. C'est qu'on avait toujours la crainte que la France, puisque Charles X a menacé d'envoyer une flotte pour reprendre le contrôle de l'île. Donc ça, c'est une certitude historique. Le fait que les créoles espagnols aient appelé Jean-Pierre Boyer, ça, il n'y a aucune certitude historique sur ce point-là. Donc, je pense avoir répondu sur le problème. Je vous avais... Mais sur quoi il s'effondre? Et c'est ça, non? C'est des sources, moi, je vais. C'est sources historiques. Voilà. Il a cité des noms, il a mis des pas de débat bilatéral. La présidence de la Chambre. Oui, je vais essayer de répondre sur le tourisme. Et la réponse sur le tourisme, ça permettra en plus peut-être de dégager, mais c'est pas évident parce que les solutions, si elles étaient simples, elles seraient déjà trouvées. Sur le tourisme, je vais pas parler de l'ensemble de l'île parce qu'autrement, on va se retrouver dans l'Alsace-Lorraine qui nous a enclenché trois guerres au niveau mondial. Donc arrêtons de travailler dans l'histoire sur les lignes de fracture et si on allait chercher dans l'histoire les passerelles qui permettent d'aller entre les peuples, et ça ira beaucoup mieux. Le premier point, c'est que les diasporas, oui, ça peut être important parce que ça peut ramener des investisseurs, ça peut ramener de l'argent. Car la Villa Vanille. C'est-à-dire que quand il est allé à Madagascar, celui qui a écrit la Villa Vanille, l'instituteur avec un autre, un malgache qui lui disait comment était Madagascar, il a parlé d'un pays qu'il ne connaissait pas. Et quand il est allé là-bas, il est resté à l'hôtel Colbert, il s'est dit, attends, je ne vais pas parler de mon pays,
il a parlé peut-être du Vietnam, il a parlé d'une certaine idéologie, mais pas du pays qu'il connaissait. Donc il faut vraiment qu'il y ait un échange de part et d'autre. Donc il faut d'abord que Haïti se reconstruise, mettre ses règles de sécurité et tout. Après, on peut parler d'ouverture de frontières, d'échanges économiques, d'une sorte de marché commun. On n'est pas là pour constituer avec est-ce que c'est un Haïtien ou est-ce que c'est quelqu'un de la République de Saint-Domingue qui va être président et l'autre vice-président. On n'en est pas là, loin de là. Il faut d'abord assurer la sécurité du pays, l'économie, la santé, et après, petit à petit, il y a des échanges non seulement entre l'île, mais sur l'ensemble des îles qui va pouvoir se développer. Merci. De l'histoire, dans l'analyse, dans le raisonnement. C'est vrai que cela nous donnerait un autre miroir. D'autre part aussi, je crois que ce qu'il faudrait souligner aussi, c'est que nous avons aussi des citoyens de la République dominicaine chez nous. Autre chose aussi, c'est qu'on doit peut-être souligner ici qu'Haïti, peut-être en déchéance aujourd'hui, a participé à la guerre d'indépendance de plusieurs pays de l'Amérique latine. Il semble que ça, c'est le moment de le dire. Et peut-être aussi qu'on devrait réfléchir sociologique des Haïtiens en République dominicaine. Parce qu'effectivement, quand on vient d'une famille cultivée, on veut aller en France ou au Canada, d'où la présence de Michael Jean. Mais ceux qui vont en République dominicaine, ce sont essentiellement, il faut le dire, des paysans. Donc peut-être que c'est pas sans doute par ce prisme-là uniquement qu'on peut comprendre toute la situation haïtienne en général. On sait aussi qu'il y a beaucoup d'Haïtiens qui sont en situation de force et de puissance aux États-Unis également. Donc la République dominicaine, effectivement, reçoit une certaine catégorie d'Haïtiens qui n'est pas représentative des Haïtiens en général. Vous avez mentionné, Madame l'ambassadeur, Dantes Belga, La Nation haïtienne. Effectivement, pour nous, c'est un livre majeur. Mais aujourd'hui, nous avons également une pléiade d'écrivains passionnants et érudits et qui influencent davantage les Haïtiens, les collégiens haïtiens d'aujourd'hui. Merci, Odile. D'accord. Alors, je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous, parce que vous dites que les diasporas sont source de division dans leur pays et non de rapprochement. Quand vous voyez la diaspora malienne, ce qu'elle fait vraiment pour le développement du Mali, c'est plutôt chaque jour. Moi, ma question s'adresse à vous tous, par rapport, peut-être plus à Madame l'ambassadrice, c'est par rapport à la situation des enfants haïtiens qui sont en République dominicaine et par rapport à la scolarité. Je sais que ces enfants n'ont pas tous accès aux établissements scolaires. Je crois qu'il y a un âge limite, d'après ce que j'ai pu voir, par-ci, par-là. Oui, j'ai vu un reportage où justement, quand on a dépassé un certain âge, voilà, les enfants ne peuvent pas aller à l'école ou je sais pas. J'aimerais vraiment que vous puissiez vous prononcer là-dessus parce que je crois qu'ils n'ont rien demandé et je crois qu'ils méritent aussi, qu'ils soient haïtiens ou dominicains, de pouvoir avoir accès à la scolarité. Voilà, merci. Merci beaucoup. Bon, ceux qui pensent des politiques de co-développement qui sont mises en œuvre quand même en France, où on souhaite associer les diasporas au développement de leur pays d'origine, y compris avec les part des deux côtés, où on essaie de faire venir des universitaires pour travailler dans leur pays. Voilà, merci. Merci Madame la docteure. Alors, pour répondre sur les diasporas, et par eux-mêmes, Haïti, c'est rassurant quand on voit les Haïtiens parler de leur pays, parler de leur histoire. Nous n'avons jamais parlé, je pense aujourd'hui, enfin tout au moins au niveau de cette table, nous n'avons pas d'inquiétude sur l'existence de l'État haïtien, il n'est pas en cause. Donc l'État haïtien, comme tous les États, a son histoire. Nous avons parlé des lignes de fracture, enfin, c'est ce qu'on a essayé de chercher, des clés de compréhension par rapport au phénomène. Mais l'histoire haïtienne n'est absolument pas en cause. Et au contraire, c'est l'histoire d'un pays, c'est ce qui lui permet de se fédérer, d'exister. Et c'est à partir de cette base qu'il peut y avoir une entité haïtienne, purement haïtienne, qui va lui permettre de dire « Attendez, vous tous haïtiens qui êtes sur ce territoire, retroussez les manches en avant, on va prouver au monde qu'on est capable de faire quelque chose. » En 89, sur les valeurs de la République, et les Haïtiens ont retroussé leurs manches, ils l'avaient déjà retroussé parce qu'on l'a retroussé pour eux, mais ils ont développé leur État, ils ont créé un État. Donc à ce niveau-là, il n'y a absolument aucune inquiétude. Je dis tout simplement que vouloir de l'extérieur, avec son prix, son éducation et tout,
vouloir imposer pour la vie de tous les jours un certain nombre de règles, que ce soit au niveau des diasporas qui ont leur modèle de tous les jours, ils vont acheter leur pain, ils vont faire leur truc comme ça, ils voudraient tout de suite essayer d'imposer des règles, alors qu'il faut les fondations d'abord, il faut mettre les fondations en compte. Dès le moment où on met les fondations, ça va nettement mieux. Quand je vois qu'au niveau du Maroc, par exemple, le FMI avait commencé à mettre une taxe, parce qu'on est obligé de mettre des taxes, eux ils cherchent à faire rentrer les taxes, c'est sur les carburants, les taxes c'est sur le pain, c'est sur les choses comme ça. Bon, on veut mettre une taxe, ça a failli mettre le Maroc, il y a quelques années, à feu et à sang, parce que c'est les matières premières. Ils voulaient mettre une taxe, par exemple, dans votre pays, sur les matières premières, enfin les matières de base. Bon, c'est le manioc dans votre pays. Comment on met une TVA sur le manioc? Ça veut dire qu'il faut être rationnel. Soyons concrets, laissons les pays évoluer, il peut y avoir des modes de développement qui sont propres à un pays. Il ne faut pas toujours essayer de l'extérieur de provoquer des modèles qui sont les nôtres pour adapter. C'est sûr que Saint-Domingue, dans son état actuel de développement, on va comparer peut-être au Petit Dragon à un certain moment avant qu'il y ait eu la crise économique. Donc à tout moment ça peut arriver, provoquer de l'extérieur dans le cadre de la mondialisation. Bon, ils sont dans un niveau de développement, ils ont un certain nombre de choses à faire, ils ont déjà établi des règles de justice, des choses comme ça. Bon, il y a encore probablement des progrès à faire pour accompagner leur développement. Haïti n'en est pas là. Donc il faut qu'Haïti franchisse, c'est même pas qu'on n'est pas, peut prendre une voie pour arriver à un résultat économique, un résultat social et un résultat de développement totalement différent. C'est pas forcément en copiant Saint-Domingue qu'ils vont arriver à se développer. Pour l'instant, il y a des gros problèmes aussi, on n'en a pas parlé, mais il y a des gros problèmes de pollution. Parce que on a, vous savez que protéger les industries de la pollution et tout, c'est un système de riches. Donc dès le moment où un pays est pauvre et qu'il a des problèmes, eh bien, il néglige un certain nombre de choses. Et pour le tourisme, tous ces éléments-là sont également essentiels. Donc il faut d'abord que ce soit un État, de mon point de vue, un État, un gouvernement qui se structure, que les autres, que ce soit diaspora, organisation internationale, apportent des aides, des investissements, des choses comme ça, ou tout au moins les conditions d'investissement, mais que ce soit l'État haïtien qui dirige, qui donne les directions de son développement et que ça ne vienne pas de l'extérieur. Ce n'est pas qu'ils ne peuvent plus aller à l'école s'ils atteignent un certain âge. Le problème est beaucoup plus profond que cela. En République dominicaine, tous enfants confondus, que ce soit les descendants d'Haïtiens ou que ce soit des Dominicains, mais des parents. Nous avons environ 300 000 identités à l'état civil, donc sans acte de naissance. Que les enfants ne peuvent pas aller à l'école s'ils n'ont pas un acte de naissance. Et nous avons commencé depuis 2003 environ une campagne à l'aide d'UNICEF et du PNUD pour justement encourager les parents à déclarer leurs enfants à l'état civil. Parce que le problème aussi, c'est que les déclarations tardives qui vont dans un registre à part en République dominicaine suivent aussi un processus en petit peu particulier. Et donc les gens, et surtout par exemple pour ce qui est des descendants de travailleurs agricoles haïtiens, pour les 3 quarts c'est des gens qui sont illettrés, donc qui ont peut-être beaucoup plus de difficultés à avoir le processus, etc. et à avoir leurs enfants déclarés. Il y a aussi un problème important, c'est que les autorités consulaires haïtiennes, pour ceux qui sont les descendants des travailleurs agricoles haïtiens, se sont lavé les mains complètement à l'égard de cette population. Vous créez des états d'apatridie parce que vous ne voulez pas donner la nationalité dominicaine, donc aux descendants des travailleurs haïtiens qui naissent sur votre territoire. Or, je tiens vraiment à attirer l'attention de tout le monde dans cette salle que l'article 20 de la Convention interaméricaine des droits humains que la République dominicaine a signé et ratifié, ils ont également ratifié le protocole d'acceptation de la juridiction de la Cour interaméricaine des droits humains qui siège au Costa Rica, que l'article 20 dit que tout citoyen, toute personne a le droit à la nationalité du pays sur le territoire duquel il est né, à condition qu'il n'ait pas droit à une autre. Or, la Constitution haïtienne consacre le jus sanguinis comme mode privilégié de transmission de la nationalité. La République dominicaine, c'est un mélange de deux, jus soli plus jus sanguinis. Et donc, cette revendication est totalement déplacée. On ne peut pas se laver les mains à l'égard d'une population qu'on sait qu'elle a
et qui est en train en plus de se reproduire. Et venir dire à la République dominicaine, vous créez des apatrides. C'est faux. Et je m'inscris 1000 fois en faux contre cette argumentation d'Amnesty International et d'un certain nombre d'ONG et sur le plan international. Merci. Madame oui, merci. Et la République dominicaine. L'exposé n'a pas montré un peu les échanges économiques qu'il y a entre ces deux États. Est-ce qu'on peut nous donner des unités d'échange économique du flux, du niveau d'échange économique entre ces deux États? Pardon? Vous n'avez pas parlé des échanges économiques entre ces deux États. Est-ce qu'il n'y a pas seulement, je suppose, un déplacement de population d'Haïti à... Bonne question, merci. On a le temps quand même de... Donc le commerce binational est extrêmement dynamique. Je n'ai pas les chiffres en tête, mais pour vous dire l'ordre d'idée, c'est notre deuxième partenaire après les États-Unis. Et encore un élément important, c'est que la diaspora qui est en République dominicaine, la diaspora haïtienne qui est en République dominicaine, selon les chiffres de la Banque mondiale, publiés récemment, envoie à partir de la République dominicaine 22 millions de dollars vers Haïti pour la famille. La Banque mondiale, comme d'autres organisations, se sont penchées sur la question donc, des envois d'argent. Pourquoi? Parce que c'est devenu une question politique. C'est un apport au PIB dans tous les pays qui ont exporté de la main-d'œuvre. Que ce soit El Salvador, l'Amérique centrale, le Guatemala, la République dominicaine, Haïti, etc. Et en France, donc les Africains, les Maliens, etc. Donc, les travailleurs haïtiens qui sont en République dominicaine envoient à leur pays 22 millions de dollars par an. C'est pas rien. Donc, ça met quand même en évidence qu'il y a un dynamisme économique et que tout n'est pas noir. Enfin, on ne les exploite pas au point qu'ils ne peuvent même pas envoyer de l'argent chez eux. Ils envoient de l'argent chez eux. Et ce qui est important aussi de souligner, c'est que par rapport à l'opération qui a été menée à Paris cet an dernier, c'est qu'en République dominicaine, il n'y a pas d'esclaves, mais il n'y a pas non plus de paradis. On n'a pas ici parlé de la coopération informelle entre la République dominicaine et Haïti. Les 47 000 femmes haïtiennes qui sont venues accoucher dans le seul hôpital de Santiago de los Caballeros parce qu'il n'y a pas d'hôpital en Haïti. On n'a pas parlé non plus de dispensaires de la frontière qui, en fin de compte, s'occupent de 60% d'Haïtiens et 40% uniquement de Dominicains dans leur rapport d'activité annuel. Donc, par conséquent, les 11 000 étudiants haïtiens qui se trouvent dans les universités dominicaines et beaucoup d'entre eux qui étudient avec de l'argent du gouvernement de la République dominicaine. Non, le tableau n'est pas entièrement noir. Il y a des voies de coopération, mais il est certain que Haïti doit se développer à l'intérieur de ses propres frontières. On doit aider Haïti à se restructurer. Parce que toute cette hémorragie d'immigration ne vient parce que les Haïtiens ne trouvent pas en État qui puisse les aider, qui puisse les soutenir et qui, en fin de compte, exerce les compétences propres de l'État à l'égard de ses administrés. Merci beaucoup, Madame l'ambassadeur. Caraïbes, puisque Haïti, Saint-Domingue font partie de la Caraïbe, veulent tendre vers cette unité caribéenne. Qu'en sera-t-il justement de Haïti et qu'en sera-t-il de justement la République dominicaine à travers cette unité caribéenne? Merci. Bon, vous voulez répondre? Oui, je vais répondre. Ben, je vais répondre. Et je peux répondre d'autant plus en consortium d'universités haïtiennes, dont l'Université d'État, Notre-Dame, l'Université Quisqueya, pour les projets conjoints de recherche et application de la recherche pour la zone de la frontière. Et l'année passée, donc, nous étions venus à Port-au-Prince, conviés par l'Agence universitaire de la francophonie, dans une rencontre Caraïbes, sous-régionale. Je peux vous dire que, oui, l'unité Caraïbes, autour de quoi? Les anglophones. Vous connaissez les anglophones Caraïbes? Moi, je les connais. Parce que j'ai été ambassadeur de la République dominicaine aux Nations Unies, j'ai vécu à leur côté, je suis allée à tout ce qu'ils ont organisé. C'est un autre monde, la Caraïbe anglophone. Hein? Et regardez, CARICOM, Haïti est membre, et en fin de compte, ces droits ont été suspendus pendant la transition, la République dominicaine est observateur. Donc l'unité Caraïbe, je ne sais pas quoi vous appelez l'unité Caraïbe dans ces conditions-là.
Les anglophones ont créé un marché commun. Ils ont une banque et aussi ils ont une cour de la Caraïbe. Mais c'est entre eux, c'est les anglophones. Nous participons de loin à tout ceci. L'unité caribéenne, moi j'en ai parlé de la Grande Caraïbe, de l'Association des États de la Caraïbe, qui a été une initiative de la République dominicaine pour intégrer l'Amérique centrale, qui ont tous un versant Caraïbe, plus la Colombie et le Venezuela. Donc, ça c'est l'unité Caraïbe, c'est une mosaïque. En fin de compte, au dire de certains, la Caraïbe aujourd'hui, la Caraïbe espagnole, anglophone et francophone, serait en fin de compte un petit peu un microcosme de ce que la mondialisation peut promettre ailleurs. Merci. Alors, qui veut encore intervenir? Ah, bon monsieur qui n'a pas. Philippe Renaud, ancien auditeur du CEDS. J'aimerais que quelqu'un puisse nous donner une idée de la situation actuelle de Haïti, tant au niveau de la sécurité qu'au niveau économique. Alors, il semblerait des PME et des PMI, des PME et des PMI américaines et européennes qui reviennent progressivement, compte tenu de cette amélioration de la situation. Alors, j'aimerais qu'on nous dise ce qu'il en est exactement. J'ai côtoyé pas mal de chefs d'État. Et je vous dis qu'il m'a fait une énorme impression. Les 3 enveloppes, c'était pour signifier la grande tâche qu'il a devant soi. Mais je crois qu'avec lui il a commencé à faire des accords bilatéraux avec le Venezuela, que d'ailleurs le Venezuela va fournir une grande partie, si ce n'est pas la totalité du pétrole qu'il y a besoin en Haïti. Il a de très bonnes relations à niveau international, Nations Unies, l'Organisation des États américains, etc. Je crois que les choses vont améliorer. Je suis optimiste pour ça. Mais, cela dit, j'ai remarqué dans cette table ronde, avec la participation des uns et des autres, qu'il y a la sensation qu'on doit stimuler l'amitié de la République dominicaine avec l'Haïti. Une mutuelle coopération, une mutuelle compréhension de tous les besoins des uns et des autres. Avec ça, s'il n'y a pas aucun autre intervenant, je vais déclarer cette table ronde close et comme je vous avais promis, vous recevrez dans vos emails plus de matériel informatif sur ce problème. Je vous félicite pour avoir participé dans cette table ronde. Et je crois que je remercie aussi à mes collègues de table, à l'ambassadrice Christine Aguiar, à M. le colonel Jean-Yves Chevalier, président, au maître Bruno, et surtout à Christina Lorenz, notre ancienne auditrice, une puissance à l'Assemblée nationale. Merci beaucoup à tous les anciens auditeurs et à tous les amis qui nous ont accompagnés, messieurs les ambassadeurs, messieurs les... Bueno, aquí tenemos a Cristina Aguiar, que ha hecho presentación. Cristina Aguiar, que se ha hecho una exposición extraordinaria con respecto a la República Dominicana y Haití, de su historia, de su salida ante la situación actual y de muchas cuestiones que se han expuesto con respecto a la mundialización y las situaciones que se atraviesa Haití, dándole solución al problema de la educación con respecto a los niños haitianos nacidos en República Dominicana y con una maestría, con un control absoluto del tema, ha dado muy buenas explicaciones a muchos cuestionamientos de carácter técnico y de profundidad histórica.
Yo estoy muy orgulloso, creo que de Cristina Aguiar, porque considero que es una dominicana que conoce la historia de República Dominicana. Y me parece que República Dominicana cuenta con una persona que defiende los intereses de la República Dominicana y de Haití, en un sentido de armonía. Por eso decimos una historia, dos países, dos naciones, dos lenguas y una sola historia. República Dominicana y Haití van para adelante. Gracias. Bueno, yo creo que esta manifestación ha sido muy importante porque ha permitido de clarificar muchas cosas que la gente ignoraba, y la precisión sobre el tema de la nacionalidad y la inmigración yo creo que ha sido definitivamente clarificado. 6241 en la Asamblea Nacional de Francia, con la presencia del embajador Carlos Antonio Carrasco, antiguo ministro de Bolivia, embajador en Canadá y Francia, Jean-Yves Chevalier Coronel, presidente de la Asociación de Auditores del Centro de Estudios Diplomáticos y Estratégicos, y Patrick Bruno, abogado y escritor. Desde Francia para todos. Ese fondo muy, para que ya se vea así emocionado. Coño, estuvo muy bien ella. J'étais ravie de prendre part à cette manifestation. Uniquement, je déplore autour de la table l'absence d'un représentant haïtien, car on ne peut pas parler d'Haïti et de la République dominicaine en absence d'un diplomate haïtien. Donc sur la scène, donc du coup, j'avais le sentiment quelque part qu'Haïti était vilipendé et invectivé, et qu'il n'y avait pas de contrepoids. Donc j'espère qu'à l'avenir, ce sera rétabli. Néanmoins, je me réjouis de cette manifestation. Evaristo. Allora, la mayoría de no, allora ok, le dominicains se dimostrano che altro ne fa quelle giovani. Il faut casser tout, voilà, et tout détruire. Mais quand on dit le cliché de nous, un cliché. Allora, un esclavo se quelqu'un qui va sul figlio, se va al bene, se au oui, etc. Et alors l'industrie sucrière elle-même sera, et même par définition,